Nicolas, on a un auditeur qui nous a dit qu'il écoutait très très attentivement toutes vos chroniques et que ça le passionnait. Et j'imagine qu'il y en a plein d'autres, mais il a appelé spécialement pour le dire, sachez-le. Nicolas, c'est une journée importante au procès des attentats du 13 novembre. Elle est consacrée à l'audition de Salah Abdeslam, le seul survivant du commando terroriste. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cet interrogatoire ? Eh bien, on espère, les parties civiles surtout espèrent mieux comprendre qui est Salah Abdeslam. Pendant les 3 premières années de sa détention, il n'a pratiquement parlé à personne, ni au juge, ni même à ses avocats qui avaient fini par jeter l'éponge. À son premier procès à Bruxelles, il n'a pas dit un mot, il n'a même pas voulu donner son nom et son prénom. Mais finalement, à Paris, depuis septembre, il a assisté à presque toutes les audiences et il a le plus souvent répondu aux questions qui lui ont été posées, notamment début novembre lors d'un premier interrogatoire de personnalité sur son enfance et ses débuts professionnels. Et c'est parce qu'il a parlé ce jour-là que l'on espère qu'il parlera aussi aujourd'hui, même si rien n'est certain, il peut encore invoquer son droit au silence. Il va être interrogé sur quoi aujourd'hui ? Alors sur son parcours jusqu'au mois d'août 2015, c'est-à-dire jusqu'au passage à l'acte. Le 2 novembre dernier, il avait raconté calmement ses années de jeunesse en Belgique, lorsqu'il avait une petite copine, qu'il buvait de l'alcool, fumait du cannabis et jouait au casino. Une jeunesse occidentale, avait-il commenté. Aujourd'hui, c'est la suite qui est au programme et principalement la question de la radicalisation, de son recrutement par Daesh et de son rapport à la religion. Il sera forcément beaucoup question de son ami Abdelhamid Abaoud, le futur coordinateur des attentats du 13 novembre, son copain qui habitait juste à côté de chez lui sur la place principale de Molenbeek, celui qui est parti en Syrie, qui s'est fait filmer à Raqqa en train de traîner des cadavres derrière son 4x4 et puis on le sait qui est venu à Paris diriger les attentats avant d'être abattu par le raid à Saint-Denis. Comment Abaoud a entraîner Abdeslam, ce sera la grande question du jour. En revanche, ce n'est pas encore aujourd'hui qu'on parlera des faits, c'est-à-dire de Abdeslam qui va chercher en Europe de l'Est la plupart des terroristes, qui loue les voitures et les chambres d'hôtel pour le 13 novembre, qui devait lui-même se faire sauter avec une ceinture d'explosifs et qui ne l'a pas fait. Est-ce qu'il s'est dégonflé ou est-ce que la ceinture n'a pas fonctionné ? Ce n'est pas encore aujourd'hui, théoriquement, qu'on lui posera la question. Tout ce qui s'est passé après le mois d'août 2015 fera l'objet d'un autre interrogatoire plus tard au cours de ce procès. Sur la personnalité de Salah Abdeslam, on vient quand même d'en apprendre plus grâce à une expertise psychologique. Oui. Et après avoir refusé toute expertise pendant des années, il a finalement accepté de rencontrer 2 psychiatres en novembre dernier, c'est-à-dire après le début du procès, une rencontre de 2h30 et le rapport a été remis à la cour la semaine dernière. Abdeslam n'a pas caché qu'il acceptait cette expertise en espérant que cela le rendrait plus humain. Et quand les psys lui ont demandé de se décrire lui-même, il s'est présenté, écoutez bien, comme gentil, généreux, aimant bien aider les gens. Ça, c'est lui qui le dit. Les psychiatres, eux, décrivent une personnalité, somme toute, assez banale, mais enfermée dans un système totalitaire, débarrassé de tout débat interne par son engagement sans faille dans ce système. Et les médecins ajoutent que s'il devait en sortir, s'il devait se réhumaniser, alors il y aurait un risque suicidaire. La banalité du mal, c'est ce que disait Hannah Arendt, et je trouve que là, c'est extrêmement juste. Un risque pris très au sérieux, donc, par l'administration pénitentiaire. Oui, et c'est ce qui explique d'ailleurs ces conditions de détention très particulière depuis maintenant 6 ans à Fleury-Mérogis. Il est surveillé 24 heures sur 24 par 2 caméras. Il est le seul détenu en France à être ainsi observé. Il a d'ailleurs fallu changer la loi pour que ce soit possible. Pendant les 3 premières années de sa détention, il ne parlait aux gardiens que pour les insulter. Mais depuis, son comportement a beaucoup évolué. Il se montre aujourd'hui plus respectueux. Il passe l'essentiel de son temps à lire des ouvrages religieux. On verra aujourd'hui ce qu'il accepte de dire sur lui-même face aux familles des victimes.